Éconergie, c'est qui, c'est quoi? C'est un réseau d'entreprises, un réseau de professionnels, donc à peu près 180 structures, qui travaillent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est les locaux de l'étape, avec des cibles de marché diverses. Donc le neuf, la rénovation, réhabilitation, et on va être autant sur la partie logement que sur la partie résidentielle et sur la partie tertiaire. Alors, qui sont nos entreprises? Ce sont des entreprises qui vont de la conception jusqu'aux entreprises de mise en œuvre. Vous en avez donc un petit échantillon sur notre espace, sur le village de l'éco-bâtiment. Quand je parle de conception, on va avoir des architectes, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, jusqu'aux entreprises qui mettent en œuvre, en passant par les fabricants, les fournisseurs, les promoteurs immobiliers, etc. Donc, on a vraiment tous ceux qui travaillent sur le bâtiment. Donc, c'est important par rapport à notre sujet sur la massification énergétique. Alors, je vais maintenant donc vous parler de nos missions. Donc la mission du cluster, elle est très simple, c'est d'aider les entreprises à faire du business. Donc on est vraiment là pour faire du développement économique. Donc on n'est pas un centre de ressources, on n'est pas une organisation professionnelle, on est vraiment là pour se dire, on a un réseau fait d'entreprises, fait de centres de formation, de recherche, de labos, et on est là vraiment pour les aider à monter en compétences et à être de plus en plus performants pour arriver à avoir encore plus de marché. Alors, pourquoi, comment on m'a demandé de faire la présentation de cet après-midi. Alors, le cluster, ça a été le premier créé sur le thème de la performance énergétique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été créé donc, en 2006 à l'initiative de la région, donc, qui était à l'époque la région Rhône-Alpes, donc qui est maintenant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un réseau qui existe au niveau national qui s'appelle le réseau intercluster dont on fait partie. Donc, dans ce cadre-là, vu qu'on a l'ancienneté, on va dire, et qu'on fait partie de ce réseau intercluster, on est souvent mis en avant comme référent de l'éco-bâtiment au niveau national. Donc, à ce titre, dans le réseau intercluster, qui est géré par le plan bâtiment durable, alors juste quelques mots sur le plan bâtiment durable, c'est une sorte d'émanation liée au ministère du Logement et au ministère de l'Environnement, qui est là pour aider à réfléchir, donner des réflexions. C'est une sorte de lobbying, alors pas au mauvais sens du terme, hein, vraiment dans un mode collaboratif, pour aider l'ensemble de la filière au niveau national à trouver des solutions et à essayer d'être force de proposition auprès des ministères, nos deux ministères de tutelle qui vont être donc le ministère de l'Environnement et le ministère du Logement. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est là que le lien se fait avec notre sujet du jour. C'est qu'au niveau du plan bâtiment durable, il y a différents groupes de travail qui se mettent en place. Et dans ces groupes de travail, il y en a eu un dernièrement sur les nouvelles dynamiques de la massification énergétique. D'où le lien. Alors comment ça fonctionne? Dans le cadre du plan bâtiment durable, donc il y a un président et il y a une équipe. Le président, qui est Philippe Pelletier, un avocat très connu au niveau national, donc identifie une thématique d'actualité sur laquelle le plan bâtiment durable va travailler et nomme deux personnes. Alors parfois c'est trois, mais là en l'occurrence sur l'autre sujet c'est deux personnes qui sont vraiment des référents aussi en la matière, qui vont être rapporteurs du groupe de travail. Donc là en l'occurrence sur le groupe de travail Nouvelle Dynamique de rénovation dans les logements, les deux porteurs c'était Jean-Pascal Chirat, donc du club de l'amélioration de l'habitat, et Frédéric Denisard qui est du Conseil national de l'ordre des archis. Alors comment ça se passe quand on fait un groupe de travail? Vous allez me dire, vous vous mettez autour de la table et puis vous voyez ensemble ce que ça fait. Oui, mais pas seulement. Ils ont lancé la contribution au mois de mars, donc il y a tout juste un an, en disant on a tout un réseau via les clusters, mais via aussi d'autres structures. Donc en fait, on fait un appel à contribution. Donc on lance l'appel à contribution qui est de dire dans votre giron, sur votre territoire, qu'est-ce qui se passe sur la rénovation énergétique ou qu'est-ce qui ne se passe pas, quels sont les freins et est-ce que vous avez des solutions, des propositions pour faire effet levier et lever ces freins. Donc tout ça, ça passe un petit peu à la moulinette. Donc là, il y a eu quand même 85 contributions qui ont été remontées, donc ce qui est quand même pas mal, hein, au niveau national, 85 contributions remontées au plan bâtiment durable, avec bon, un séminaire de clôture, de restitution, je vous passe les détails. Mais l'objectif était vraiment de faire une synthèse de tout ça pour pouvoir le proposer dans les différents ministères en leur disant, voilà, on a identifié les points forts, on a aussi identifié les points faibles. L'objectif maintenant, c'est d'arriver à trouver une nouvelle dynamique pour être dans le rang de la massification énergétique. Alors, voilà les 4 points qu'on va traiter maintenant. Donc, rappelez le contexte général. Pourquoi on parle de massification énergétique?
voir quels sont les freins et les difficultés qui ont été observés. Surtout, parce que c'est quand même ça qui est important, les leviers et les moments clés qui sont à exploiter pour arriver aux objectifs fixés, et tout un travail de prospective sur les nouvelles pistes d'action qu'on peut développer, qu'on doit développer si on veut arriver aux objectifs à atteindre, parce qu'on n'y est pas encore tout à fait. Alors, justement, parlons du contexte et des objectifs. Alors, je vais rappeler quelques chiffres. Hein. Désolé, il n'y en a pas pour longtemps, c'est juste quelques grands chiffres pour que vous ayez les grandes lignes de la problématique. On a des objectifs ambitieux qui ont été repris dans la loi de transition énergétique, donc qui a été signée en août 2015, hein, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, où a été identifié l'objectif de 500 000 logements rénovés par an à partir de 2017. Donc ça tombe bien, c'est cette année. Donc ça veut dire, dès cette année, si on veut être à hauteur des objectifs donnés par la réglementation, on doit arriver à 500 000 logements. Alors vous allez me dire, bon, bah, c'est bien, on arrive à 500 000 logements, mais où en est-on aujourd'hui, pour voir où est-ce qu'on en est dans le gap. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres là tout de suite maintenant, on n'a pas encore les chiffres de 2016, ils ne sont pas encore sortis, mais on a les chiffres de 2015. En 2015, il y avait 288 000 logements qui ont été rénovés, et en plus, on a à peu près 105 000 logements sur la partie collective. Donc les 288, ça va plutôt être sur de la maison individuelle, sur la partie individuelle, et le reste sur de la partie collective. Alors, pour donner aussi un ordre de grandeur, 500 000 logements à rénover, il faut savoir qu'il y a 33 millions de logements en France. Donc ça vous donne aussi un petit peu une proportion. Dans les 33 millions, il y a en plus 8,5 millions qui sont en copropriété. Alors je vous dis ça, c'est pas anodin parce qu'on reviendra sur la partie copropriété par la suite de mon explication. Ce qu'il faut savoir aussi, donc c'est le deuxième point que vous voyez affiché, c'est qu'on a un parc résidentiel qui est vieillissant. La première réglementation thermique date de 1974. Merci. Et on a 60% des logements qui ont été construits avant cette date. Donc autant dire qu'à ce moment-là, comme il n'y avait pas de réglementation, on faisait comme on pouvait ou du mieux qu'on pouvait. Il faut savoir aussi que 1%, c'est le pourcentage de renouvellement du parc résidentiel. C'est-à-dire que chaque année, on a seulement 1% de la totalité du parc résidentiel qui est renouvelé, donc qui est du logement neuf. Donc, ce qui veut dire que quand on réfléchit à tout ça, on se dit, pour arriver jusqu'en 2050, je ne sais pas si vous arrivez bien à me suivre, mais ça veut dire que s'il n'y a qu'un seul % de renouvellement, le gros de l'enjeu, il est vraiment sur la partie massification. Donc il faut vraiment être plus fort, j'allais dire, pour arriver à cette massification. Autre point quand même intéressant, alors je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez dû tous entendre parler de la RT 2012, il y a la prochaine qui est dans les cartons, une expérimentation qui est faite avec le label E+C-. Tout ça c'est pour le neuf. Par contre, dans l'existant, la réglementation en cours tout de suite maintenant, donc en 2017, c'est encore la réglementation thermique 2007. Donc il y a quand même 10 ans. Qui est une réglementation thermique. Alors là, je parle plutôt donc sur la partie logement. Hein, là, je parle donc sur des bâtiments de moins de 1000 m². Bon, c'est quand même rare d'avoir une maison de plus de 1000 m². Ou alors, il faut être très riche. Mais bon, voilà. Donc sur les maisons de moins de 1000 m², on est encore en réglementation thermique sur l'existant, élément par élément. Donc autant dire comme la réglementation a 10 ans, c'est quand même maintenant vraiment difficile de ne pas être dans la réglementation puisque n'importe quel matériau que vous achetez est de toute façon dans ces niveaux de réglementation. Donc tout ça pour dire qu'on a des objectifs ambitieux, on a un parc qui est quand même un petit peu vieillissant et un renouvellement qui ne se fait pas très vite. Donc si on veut arriver aux objectifs des 500 000 logements, mais si on veut aussi arriver aux objectifs de faire qu'en 2050, tous les bâtiments sont en BBC rénovation, donc en bâtiment basse consommation rénovation, il va falloir vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Donc, maintenant, on va essayer de voir quels sont, vous avez vu le contexte, les enjeux, maintenant on va voir quels sont les freins et les difficultés qui ont pu être observés. Donc là, moi je me fais juste la porte-parole, hein, donc ça peut être soumis à débat, il n'y a pas de problème. Des contributions qui ont été remontées dans le cadre du groupe de travail du plan bâtiment durable. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remontées sur le fait que la communication, que le discours était beaucoup trop uniforme. En fait, on a toujours ce même discours de dire « il faut faire des économies d'énergie, attention à la planète, on n'a plus d'énergie fossile, etc., etc. » En fait, on se rend compte que ce discours,
il est plus assez prégnant auprès de la population générale et qu'en fait, il ne passe plus assez bien. Il faut maintenant qu'on arrive à trouver d'autres leviers, donc on en parlera après. Mais le seul élément de dire on va faire des économies d'énergie ou on va sauver la planète, ça ne fonctionne plus assez. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens de communication, puisque les retours sur investissement sont souvent... Alors c'est pareil, pourquoi on parle de retour d'investissement quand on parle de bâtiment et quand on n'en parle pas quand on achète une voiture ou qu'on fait une piscine, c'est un autre problème. Mais en tout cas, en l'occurrence, sur le bâtiment, on parle souvent de retour sur investissement et il est quand même difficilement en dessous de 10 voire 15 ans. Et la moyenne de temps dans lequel on reste dans son logement, c'est 7 ans. Donc en fait, c'est quand même un peu difficile de se dire... La moyenne, c'est que j'habite 7 ans dans mon logement, je vais investir dans quelque chose où je vais mettre au moins 10 ou 15 ans pour le rentabiliser. Donc on se rend compte que ce discours-là, il a de plus en plus de mal à passer. Il a d'autant plus de mal à passer que maintenant, en plus, ceux qui étaient les précurseurs ou qui étaient vraiment dans la volonté de faire des travaux, en gros, ils les ont fait. Ils font partie des chiffres que je vous ai donnés au tout début. Mais maintenant, comment on fait pour atteindre tous les autres? Donc il faut vraiment changer ce discours. Après, ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'on a le même discours pour tout le monde. Alors que pour un propriétaire occupant, pour un propriétaire bailleur, pour un propriétaire qui est dans une maison individuelle, pour un propriétaire qui est dans un logement collectif, on n'est pas du tout sur les mêmes axes de communication qu'on devrait avoir pour les aider à aller sur la massification énergétique. Pourquoi? Parce que par exemple en copropriété, donc il y a quand même un gros potentiel sur la copropriété, puisqu'il y a 8,5 millions de logements qui sont des copropriétés. Ce qu'il faut savoir aussi sur la copro, c'est que les décisions sont difficiles à prendre. Si plusieurs d'entre vous habitent dans des copropriétés, vous le savez très bien. On a affaire à plusieurs lots et les décisions mettent au moins 3 ans avant d'être prises. Donc il faut vraiment être motivé. C'est pas toujours simple, même si les réglementations aussi essayent d'aller de l'avant. En tout cas, d'avoir uniquement un discours, on fait des économies d'énergie dans la copropriété, ça ne peut pas que fonctionner comme ça. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième point qui est une difficulté aussi qui a été observée, c'est la complexité de se lancer dans un projet de rénovation. Là, quand je vous parle de projet de rénovation, c'est un projet de rénovation global. C'est pas juste change ma fenêtre. C'est vraiment un projet global qui va arriver à être proche du BBC Rénovation. Donc c'est quand même des investissements un petit peu lourds. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que l'investissement moyen sur une grosse rénovation, une rénovation performante au niveau énergétique, on est aux alentours de 25 000 €. Donc c'est pas pour rien non plus que le crédit d'impôt est à hauteur entre 20 et 30 000 €, puisqu'en fait la moyenne de travaux est à 25 000. Alors, il y a plusieurs choses. Quand on se lance dans un projet de rénovation, on sait que ça va être un petit peu long. C'est pas toujours simple pour trouver les bonnes entreprises qui vont faire les bons travaux. On a plusieurs sons de cloche parce qu'on a des pubs à la télé, on a des fournisseurs d'énergie qui font aussi de la pub pour faire des économies d'énergie. Alors c'est un peu suspicieux, on se dit oula, mais ils vendent de l'énergie, mais ils veulent que j'en consomme moins. Voilà, on a différents discours qui sont parfois pas toujours des plus simples. Donc là-dessus, il y a quelque chose à faire. Après, il y a aussi un autre levier, c'est sur la confiance entre le particulier et les entreprises, entre les entreprises entre elles, où là, il y a encore du travail à faire. Alors là, moi, je vais parler côté entreprise, parce que moi, je travaille pour les entreprises. Côté entreprise, c'est vrai que quand on a affaire à différents corps de métier, c'est pas toujours simple que les uns les autres arrivent à se coordonner. Donc, ce qui est préconisé, on le verra aussi un petit peu plus tard, c'est vraiment d'arriver à travailler en offre globale, d'arriver à travailler en groupement d'entreprises. C'est-à-dire qu'un groupement d'entreprises puisse proposer une sorte de package aux clients, alors que ce soit dans le neuf ou dans du collectif, peu importe, mais pour éviter aux clients d'avoir 50 interlocuteurs, du coup il n'en a qu'un. Donc ça facilite déjà les choses. Ça facilite les choses au niveau du client, ça facilite les choses aussi au niveau des entreprises, parce que du coup les contrats, il y a des contrats de co-traitance, enfin bon après je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais il y a des contrats qui sont signés entre entreprises, donc il y a une véritable responsabilisation aussi de l'entreprise, parce qu'on cite trop souvent moi j'ai fait le travail comme il faut, c'est pas moi c'est l'autre, et c'est comme ça que les travaux ne fonctionnent pas. Donc il faut aussi vraiment arriver à recadrer, à réactiver la notion de confiance entre le particulier, le client et les entreprises, et aussi entre les entreprises entre elles, entre les différents acteurs.
Au niveau de la visibilité, ça s'est un petit peu amélioré puisque donc maintenant il y a la qualification RGE donc qui permet quand même au client qui veut faire des travaux d'aller sur une liste avec des entreprises qui sont qualifiées. Par contre, on a une autre difficulté qui est observée, qui est assez franco-française, ou qui est assez pays plutôt du sud de l'Europe. C'est plutôt le côté méditerranéen là, de la France, où on a vraiment une complète absence de culture d'entretien et de travaux d'amélioration dans la rénovation. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été intégré culturellement, alors que ça peut l'être dans d'autres pays, hein, où en fait ça s'est intégré dès le départ, dans la construction. Là, sur du logement individuel, on n'a pas ce réflexe-là. On peut l'avoir par contre dès qu'on est dans du tertiaire ou dans l'industrie, parce que là on regarde beaucoup plus à combien on va consommer une fois que le bâtiment sera en œuvre, soit en vie. Alors que dans la partie logement, on regarde quand on fait le premier prêt pour investir dans sa maison, on regarde pour payer le moins cher possible, mais en fait on ne regarde pas forcément en fait, dans le temps combien on va consommer. Donc voilà, on a affaire à un certain nombre de freins et de difficultés, mais heureusement, on ne va pas s'en arrêter là, on va aller plus loin. Il y a des leviers, des moments qui permettent d'actionner des travaux de rénovation. Et ces moments-là, il ne faut pas les louper parce que c'est des moments clés qui n'arrivent des fois qu'une seule fois dans la vie du client. Donc il ne faut pas les louper. Donc il y a des leviers décisionnels. Donc ces leviers décisionnels, il faut absolument arriver à les valoriser. Alors comment, pourquoi, comment? C'est se dire, moi, mon bien, je l'achète, ok, il consomme beaucoup d'énergie. Quand je vais le revendre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il consommera certainement encore plus parce qu'il se sera dégradé. Quelle est la valeur verte au milieu de tout ça? La valeur verte de l'immobilier. Donc ça, c'est une notion qu'au niveau du plan bâtiment durable et dans le réseau intercluster, on avait déjà identifié depuis 4-5 ans. Se dire, à un moment donné, les bâtiments les plus énergivores, ils ne pourront pas continuer de toute façon d'être sur le marché. Ils seront plus vendables. Donc on avait aussi travaillé sur la décence. Parce qu'on dit souvent un logement insalubre, c'est un logement où il y a pas, l'eau n'est pas courante, il y a des problèmes au niveau des sanitaires, etc. On voulait aussi intégrer la notion de décence des logements avec la performance énergétique, parce qu'il y a une vraie problématique sur la précarité énergétique. Et en pendant de ça, on s'est dit, mais on peut aussi aller plus loin et démontrer que d'avoir un logement performant, ça valorise l'immobilier. Alors ça, je vous dis ça, on a travaillé aussi avec les notaires, parce que c'est quand même aussi les notaires qui voient cette partie-là. Donc vous avez tous vu que maintenant les logements avaient des classes énergétiques. Alors on peut discuter sur la qualité du DPE, c'est un autre sujet, mais n'empêche que entre une classe de logement, alors là je ne vous parle pas sur des régions qui sont tendues en logement, hein. Par exemple en région parisienne, ce n'est pas le cas. Sur Lyon, intramuros, c'est pas tout à fait le cas non plus, mais dès qu'on est sur des régions où le marché de l'immobilier est un petit peu moins tendu, on arrive quand même à avoir des différences de 5% du prix du logement, enfin de la maison ou de l'appartement, d'une classe énergétique à l'autre. C'est-à-dire qu'entre un logement F ou G, on arrive en moyenne à avoir 5% quand même de différence. Donc c'est quand même pas anodin. Ça, c'est une notion qui n'est pas ou très peu mise en avant. La valeur verte de l'immobilier, on a l'impression que c'est quelque chose qui va être uniquement pour des bâtiments qui sont labellisés BBC, qui sont labellisés Finergie, etc. Alors qu'en fait, la simple valorisation à travers des classes énergétiques a de plus en plus d'importance. Donc ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Ensuite, il y a autre chose. En France, on a une population qui vieillit. Plus ça va, plus la pyramide des âges fait qu'on va être de plus nombreux, allez être de plus en plus nombreux à être plus vieux en 2050, voire en 2060. Donc du coup, là-dessus aussi, il y a quelque chose certainement à faire. C'est comment on relie les économies d'énergie des travaux de rénovation en son logement lié à la performance énergétique, à toute la problématique adaptation au vieillissement de la population, du maintien à domicile, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la silver economy en langage un peu barbare. Donc il y a vraiment aussi un lien à avoir, à se dire, on ne va pas faire seulement des économies d'énergie, on va aussi travailler sur l'adaptation au logement, le maintien à domicile, ou inversement, on travaille sur le maintien à domicile, l'adaptation au logement, et on va en profiter pour faire des économies d'énergie. Là-dessus, il y a un vrai enjeu. Parce qu'on le voit aussi au niveau du potentiel d'investissement. Le plus gros potentiel d'investissement, il est chez nos amis retraités.
C'est eux aussi qui ont le plus gros potentiel pour faire des travaux. Donc c'est important aussi de ne pas négliger cette partie-là pour aider à la massification énergétique. Autre point important, il y a pas mal de changements sociétaux qui sont qui sont en cours ou qui sont déjà bien amorcés. C'est les changements dans la vie, quoi. On fait construire une maison avec 3 chambres parce qu'il y a 2 enfants, puis finalement, c'est pas finalement, mais au bout d'un moment, les enfants prennent leur envol. Tout le monde n'est pas Tanguy, donc il y en a qui partent de chez eux. Et donc dans ces cas-là, il y a un aménagement à faire. Donc il y en a aussi qui se disent, tiens, au lieu de la chambre de mon fils, je vais en faire un bureau. Et au moment où il en fait un bureau, c'est là qu'il se rend compte de pourquoi son fils se plaignait tout le temps qu'il faisait froid, parce qu'en fait, il n'y avait aucune isolation, c'est mal foutu, voilà. Donc on se dit, c'est à ce moment-là aussi, au moment où il y a les changements, les mutations au sein même de la structure familiale, qu'il peut y avoir des modifications de travaux de rénovation énergétique. Même chose, le nombre de fois où on voit, alors là sur de la maison individuelle, le truc typique dans des lotissements, souvent, au bout de 2-3 ans, le garage qui était prévu pour être donc un garage devient 1 voire 2 chambres. Donc après, c'est aussi la problématique on aménage le garage comme on peut pour en faire des chambres, ou est-ce qu'on aménage le garage pour en faire aussi une partie assez bien isolée, etc., etc. Parce que c'est ça aussi qui entraîne des surconsommations, même si la maison, à la base, était bien conçue et performante. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des moments à ne pas négliger qui peuvent faire effet levier sur le moment où on décide d'aller faire de la rénovation énergétique. Autre moment clé, mais là il faut aussi que tout le monde se mette dans la boucle, hein, donc autant les notaires, les promoteurs, etc. C'est de se dire, il y a des moments qui sont facteurs déclencheurs de travaux, c'est quand on a des mutations immobilières. Parce que c'est vrai que c'est pas quand même simple de faire des travaux quand on est en site habité. Ça, on le sait tous, parce que ça pose des difficultés. Déjà parce que c'est pas très sympa d'avoir du bruit, de la poussière, etc. sur un chantier. D'ailleurs, quand on dit c'est le chantier, il y a quand même cette connotation de c'est le chantier, c'est-à-dire que c'est quand même pas très bien rangé, on n'est pas dans une situation très confortable. Donc c'est vrai que de prendre le moment de la mutation immobilière pour faire les travaux, c'est un bon moment, parce que du coup, on n'est pas en site habité, on est en site neutre. Donc c'est ce qui peut permettre de faire les travaux. Et ça, bien souvent, on n'y pense pas. On n'y pense pas pourquoi? Alors il y a aussi, on n'y pense pas parce qu'on n'a pas les financements. On n'y pense pas parce qu'on n'a pas les financements parce qu'en fait, on a fait l'ensemble de notre investissement sur le logement. Et qu'on se dit, oulala, on verra dans 2-3 ans quand on aura récupéré un petit peu de fonds pour faire des travaux d'économie d'énergie. Et puis finalement, le provisoire s'éternise un petit peu et puis ça reste comme ça. Donc là, on se rend vraiment compte qu'il faut actionner cette partie-là, donc auprès, comme je vous le disais, vraiment de la partie notaire, de la partie syndic, de la partie promoteur immobilier et aussi de la partie bancaire. Parce que si nos amis banquiers, à chaque fois que quelqu'un vient faire un prêt immobilier, leur dit « Attention, est-ce que vous avez bien pensé aussi à la phase travaux qu'il faut peut-être faire dans votre logement ?» Ça permettrait aussi d'aider à la massification. Parce que voilà, nous on fait ce qu'on peut pour le faire, mais c'est vrai que si tout le monde se met bien dans la boucle, ça me permettra d'aller encore plus haut. Et dernier point sur ce sujet, c'est l'embarquement de la performance énergétique. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est de se dire, à l'occasion de certains travaux, c'est quand même dommage de faire du changement du tac au tac, mais pourquoi ne pas prendre ce moment-là pour faire un changement qui intègre la performance énergétique? Donc pour vous donner un exemple, c'est de se dire, ma chaudière vient de me lâcher, il faut que je la change. Il y a 2 solutions, soit je la change, je me dis, bon allez hop, je la prends à la moins chère possible et puis ça ira bien pour les 10 ans à venir. Soit je me dis, je vais en profiter pour faire des économies d'énergie, donc je vais me poser un peu plus et essayer de regarder qu'est-ce qu'il existe pour mettre une chaudière plus performante. Et en plus, donc actionner des aides comme le crédit d'impôt, les coprêts à taux zéro, si on a un bouquet de travaux, etc. Donc on a aussi l'exemple typique de l'isolation thermique par l'extérieur quand on fait un ravalement de façade. Donc quand on fait un ravalement de façade, on a aussi souvent l'habitude de faire un changement d'enduit ou de peinture, quoi. L'idée là, c'est de se dire, tant qu'on fait un ravalement de façade, ça coûte cher aussi en montage d'échafaudage, etc., etc. Donc pourquoi ne pas prendre ce moment-là pour se dire, en même temps, on va isoler notre bâtiment. Alors après, on est bien d'accord, on ne peut pas le faire partout, etc., etc. Mais n'empêche qu'il y a toujours des moments où on peut embarquer la performance énergétique
au milieu de d'autres travaux, et bien souvent, c'est pas pris en compte, parce qu'on a une vision un peu mono-chose. On dit, ah, bah, je dois changer ma chaudière, je change ma chaudière. Ah, je dois faire une salle de bain adaptée parce que je suis en train de vieillir. On regarde que ça. Alors qu'en fait, il y a plein de solutions pour embarquer la performance énergétique à travers des travaux qui sont déjà prévus. Pour en revenir vraiment sur la partie maintien à domicile, la moyenne à peu près des travaux de maintien à domicile, de montant de travaux, je parle, hein, c'est autour des 7 000 € pour refaire une salle de bain, pour refaire un accès, une rampe d'accès, etc. Si du coup, on intègre la performance énergétique dès le départ, tout à l'heure je vous disais c'est à peu près 25 000 € donc, d'investissement, les 25 000 €, les 25 000 € prendront certainement en compte les 7 000 € de maintien à domicile qui ont été prévus en amont. Alors qu'en fait, si vous mettez 7 000 € pour le maintien à domicile cette année, vous n'en remettrez pas 25 000 sur les économies d'énergie dans 2 ans. Donc en fait, il y a une sorte de blocage aussi dans le phasage des travaux qu'il faut penser en amont. Mais pour ça, il faut vraiment avoir une vision globale. Alors, maintenant, on va parler justement des nouvelles pistes, parce que l'idée, c'est bien d'avoir vu tout ça. Donc d'avoir vu, on a des gros objectifs, d'avoir posé le constat, d'avoir vu les difficultés et les freins qu'on a pu observer, d'avoir identifié des moments et des leviers clés. Et maintenant, après, qu'est-ce qu'on propose comme piste pour aller encore plus loin? Pour aller encore plus loin, il y a, comme je vous le disais, un des points un peu névralgiques, c'est la partie communication. Comment on arrive à avoir une communication qui soit plus coordonnée déjà, entre les uns et les autres? Parce que c'est vrai que si vous allez un peu sur Internet, voilà, vous participez à des salons. Si c'est des salons grand public, c'est encore pire. Vous avez tout et son contraire. Donc c'est vrai que là, je pense que vous êtes tous pros et des spécialistes de la performance énergétique. Si on se met à la place d'un particulier qui ne connaît absolument rien, et c'est bien normal, c'est pas son domaine, c'est vraiment une grosse nébuleuse de se dire vers qui je me tourne, quel matériau je choisis pas, c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Donc il faut vraiment aussi qu'il y ait une communication qui soit coordonnée, donc qui soit bien qualifiée, donc proactive évidemment, mais surtout qui soit bien ciblée. Comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas au même public de la même façon. Donc il y a certains programmes de territoire, par exemple les plateformes locales de rénovation énergétique. Donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, on en a plus de 20. Où ce sont vraiment des territoires qui se sont emparés de cet élément de massification énergétique en disant, nous, plateforme, on va faire notre rôle de plateforme, ça va être vraiment de faire le lien entre l'offre et la demande. Donc là, le particulier d'un territoire va aller directement sur la plateforme. Donc hop, il a son petit numéro de téléphone, ou il a son adresse mail, ou il a un endroit vers qui aller. Dire bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai des travaux de rénovation énergétique, qu'est-ce que je fais? J'habite à tel endroit. Et là, en fait, les personnes de la plateforme pourront l'orienter. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est ciblé, qui est sur le territoire, et il pourra l'orienter aussi vers des entreprises. Donc on a des outils qui existent, mais ils sont un petit peu éparpillés. Autre chose, comment on développe le marketing de l'offre de la rénovation? Je vous ai dit, l'offre de rénovation, uniquement dire on fait des économies d'énergie, ne fonctionne pas. Alors, il fonctionnera peut-être dans 3-4 ans quand l'énergie aura augmenté. Mais ça, c'est ce qu'on dit depuis 10 ans. Moi, quand je suis sortie de l'école il y a 10 ans, on disait oui, mais l'énergie va complètement exploser, donc le retour sur investissement, il sera évident. C'est sûr que c'est un argument qui sera l'argument phare. Ouais, sauf qu'en fait, 10 ans plus tard, on se rend compte que l'énergie n'a non seulement pas augmenté, mais qu'elle a même eu tendance à baisser. Donc du coup, c'est plus un argument qui tient la route. Donc il faut vraiment l'élargir à d'autres choses, notamment aux notions de confort, de bien-être, de qualité de vie à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est des notions un peu nouvelles, mais qui sont évidemment très 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 importantes. Parce qu'on voit en fait que dans un bâtiment où on n'est pas bien, déjà on n'y reste pas. Donc pour les bailleurs, pour les propriétaires bailleurs, c'est un argument qui a son poids. Dans un bâtiment inconfortable, après on peut avoir des pathologies, alors des pathologies sur le bâtiment certes, mais aussi des pathologies notamment chez les petits-enfants, des bâtiments qui sont trop humides, des bâtiments qui sont mal isolés, où du coup il fait froid à l'intérieur, etc. Donc il y a une vraie problématique aussi sociétale là-dessus. Donc comment on market tout ça en allant vraiment sur la partie au lieu du j'éco-rénove, j'économise, ce que vous avez déjà entendu parler, c'est un peu
je rénove et du coup, je valorise mon patrimoine, je suis mieux dans mon logement, je fais des évolutions dans les notions de confort, etc. Et dernière piste de réflexion, et j'en terminerai là avant de prendre vos questions, c'est comment on fait pour généraliser les outils numériques. Parce que ça va aussi avec le développement actuel. Hein. On voit qu'il y a de plus en plus d'outils numériques qui se développent. Comment on peut s'en servir? Comment ces outils numériques peuvent être notre allié pour faire des économies d'énergie? Donc il y a de plus en plus de choses qui existent sur nos téléphones. Voilà, maintenant on peut appeler sa chaudière pour lui dire chaudière, démarre à telle heure parce que je rentre chez moi. Mais on peut aller bien plus loin que ça et vraiment vérifier nos économies d'énergie. Voir comment, à travers des applications numériques, on peut faire diminuer notre facture et donc augmenter notre confort, etc. etc. Donc pour ça, je vous invite aussi à venir voir sur l'espace cluster. Là, on a plusieurs entreprises qui travaillent sur ces problématiques-là. C'est vraiment intéressant parce que qu'on soit sur du logement donc individuel où la personne s'approprie ses propres travaux et après a envie de voir ces travaux, est-ce que ça a de la qualité ou pas. Donc là, il y a des petites applications qui existent. Mais ça peut être aussi très très important dans tout ce qui va être logement social, où les bailleurs sociaux se disent il faut aussi qu'on ait un retour et qu'on ait une appropriation de ces travaux par nos locataires. Et donc voilà, on voit plein de choses qui se développent, des petites applications ou des tablettes à l'entrée du logement avec des petits défis. On est la famille de la copro qui a consommé le moins ce mois-ci, etc., etc. Et ce qui permet aussi aux habitants du logement de s'approprier la partie post-travaux. Alors c'est vrai que la partie avant travaux ou la partie travaux est parfois un petit peu compliquée. Avant travaux, comme je vous dis, parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. La partie travaux, parce que c'est pas évident d'être en mode chantier à l'intérieur de chez soi. Mais par contre, comment on valorise la partie post-travaux. Et c'est là où, quand c'est bien fait, on se rend compte qu'en fait, on a de plus en plus de particuliers qui nous disent « Ah, mais ça, c'est génial, je suis vraiment content ». Et en fait, c'est eux finalement le meilleur porte-parole parce que dans les repas de famille, dans les repas entre amis, ils vont dire « Ah, tu sais quoi, j'ai fait des travaux d'économie d'énergie, bon, voilà, ça m'a coûté tant, c'était un petit peu le chantier. Mais maintenant, je vois combien je consomme, je peux vraiment gérer mes économies, je suis vachement mieux dans mon logement, je sais que je vais pouvoir le vendre plus cher. Donc ça, c'est vraiment des éléments aussi qui sont importants et on compte sur cette partie-là pour aider à la massification. Parce qu'on se dit, alors nous au sens large, acteurs du bâtiment, on prêche la bonne parole déjà depuis un certain nombre d'années. On sent que les leviers commencent à se débloquer, mais on se dit si le particulier lui-même a un bon retour sur ses travaux, c'est lui qui sera le meilleur prescripteur pour les travaux suivants. Parce que combien de fois on a entendu des casseroles sur oui, mon chantier s'est mal placé, etc., etc. Ça, après, le problème, c'est qu'une casserole, on la traîne pendant plusieurs années, alors que quand on dit c'est bien, ça dure souvent moins longtemps. Donc il faut que plus de gens disent c'est bien et ça se passe bien. Voilà dans les grandes lignes sur la massification. Donc j'espère que vous avez bien compris que les enjeux sont importants, mais on a des leviers, on a encore de quoi faire et donc on a à peu près un gap de 100-150 000 logements à rénover pour être dans les clous des objectifs du 500 000 logements, en sachant que la difficulté aussi, elle est que le plus facile a été fait. C'était ceux qui étaient précurseurs et que maintenant, faut aller chercher tous les autres et que les 500 000 logements, c'est par an. Donc chaque année, il faut arriver à ces 500 000 logements. Voilà. Merci.